C'est juste une fausse chalet, c'est ça la phrase. La fameuse phrase de ce petit monsieur-là, le bizarre un peu. François Fournier est en télétravail. Bonjour François Fournier. Bonjour Rémi. Ben, j'aime ça que tu m'introduises en parlant du monsieur juste une fois au chalet. Là, ça met bien. Mais si tu permets quand même, je rajouterai un élément à ce que vous avez, puisque la discussion est très intéressante, l'aspect aussi des rencontres. Moi, je trouve que c'est un aspect qui est sous-estimé, c'est que pour beaucoup de gens dans la vie, par exemple, l'idée de rencontrer quelqu'un avec qui on pourrait faire éventuellement vie commune, mais avoir une relation, souvent, ça se passe quand on est plus jeune à l'école, parce que c'est l'endroit où on rencontre des gens. Et le prolongement un peu naturel de ça devient le milieu de travail. Et beaucoup de gens souffrent d'isolement, ont de la difficulté à rencontrer des gens. Mais là, Et parle-nous dans pas un sur le monde où dating. Là, parle-nous pas sur le dating au travail, François. Là, tu vas ouvrir Non, une mais porte, c'est vrai. Non, mais c'est vrai pareil. C'est qu'il y a beaucoup de t'as gens raison. pour qui les relations de long terme se sont faites par des rencontres professionnelles dans un premier temps. Et donc, ça me paraît a priori plus compliqué de former un couple sur Teams. Là. Ah, ben oui, ça l'est. Mais en passant, il y a autre chose. Les jeunes qui commencent en entreprise au bas de l'échelle, puis qui sont très doués, C'est vrai. et à qui on dit c'est 4 jours par semaine en télétravail ou 3 jours par semaine en télétravail, comment c'est un ils sont bon censés avoir une promotion, eux? On sait qu'une promotion, c'est quand tu te fais des amis, quand tu es proche du boss, quand tu es charmant, quand tu réussis à négocier des affaires. Là, il faut tout que tu fasses ça à distance. Moi, j'ai l'impression Oui, que c'est un bon point, ouais. Ben, il y a Ouais, juste des ça, bons points. Il y a puis- juste des bons points. Ouais, mais la variable de l'isolement aussi qui est quand... Moi, personnellement, je pense que l'isolement social va être et est déjà un des plus grands fléaux de la société qui est un peu sous le radar. Là, on le voit, c'est vrai pour les gars, c'est vrai pour les filles, de moins en moins de contacts et ça crée toutes sortes de problèmes. Là. On a parlé plus tôt cette semaine de l'idéologie incel. On pourrait parler aussi de femmes qui de plus en plus disent qu'ils sont pas capables d'entretenir, mais de nouer une relation durable avec un homme parce que les deux sexes ne se comprennent plus. Ça, je pense pas que ça va avoir tendance à s'améliorer dans un monde où les gens travaillent chez soi. Là. T'as tellement Donc, raison. En tout cas, on va parler aussi de Mark Carney, puis tu veux Oui. revenir sur le fait qu'il est devenu le politicien, le chouchou des Québécois, selon le sondage, effectivement, de Léger. Et tu veux nous parler de ça. Ben oui, parce que j'ai trouvé que l'analyse de Philippe Léger est intéressante là-dessus, parce qu'on le dit, mais on le répète pas assez. L'arme secrète de Mark Carney reste d'abord et avant tout Donald Trump. Là. S'il n'y a Ben oui. pas de Donald Trump, je ne suis vraiment pas convaincu que ce politicien-là fait l'unanimité. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les premiers mois où on a laissé sous-entendre que Justin Trudeau pourrait quitter, là, ça remonte quand même à 2024, on a eu plusieurs sondages où les firmes testaient des noms. Donc, on disait, admettons que c'était, je sais pas moi, Chrystia Freeland qui le remplaçait. Quelles seraient vos intentions? Et je me souviens d'avoir vu le nom de Mark Carney plusieurs fois dans ces sondages-là. Et il n'y avait pas du tout la cote là, auprès des électeurs. En fait, les gens ne savaient pas trop c'était qui ce monsieur-là. C'est un nom qu'on entend tourner autour du premier ministre, mais n'était pas particulièrement intéressant. Son capital de sympathie, lui, est vraiment venu de justement qui est un peu l'antagoniste de Donald Trump dans cette espèce de saga-là de la guerre tarifaire où on imaginait que du côté canadien, ça allait nous prendre un genre de technocrate financier pour faire face à un homme un peu imprévisible qui pouvait dire tout et son contraire. Donc, c'est vraiment ça qui est l'élément qui, à mon avis, fait qu'il y a une popularité. Puis il y a aussi l'autre point qui est soulevé par Léger qui est intéressant, c'est justement le contraste par rapport à la figure de Pierre Poilievre, qui, lui, est plutôt dans une logique populiste, là, puis je le dis pas au sens forcément négatif du terme, là, mais qui était dans une logique où on y va avec des slogans quand même assez efficaces, on y va avec on tape un peu sur les élites. Donc, dans un premier temps, la Banque du Canada faisait pas son travail. Ensuite, le gouvernement était responsable de l'inflation par son côté déconnecté de la réalité. Et Carney incarne l'inverse de ça. C'est-à-dire qu'il incarne la figure technocratique qui arrive de l'international avec son carnet d'adresses, avec son CV, avec ses compétences. Je dis pas que c'est vrai en passant. Je dis que c'est tel que ça a été perçu et que ce l'est encore, je pense, par l'électorat. Oui, mais le marketing libéral, Parti libéral du Canada, a été assez bon pour nous faire... on dirait qu'ils ont pris une image de ce que c'était Mark Carney, puis ils en ont fait un tableau. Puis le tableau n'avance pas. C'est pas un film là, avec un personnage qui se développe puis qu'on analyse au fur et à mesure qu'il progresse et que ses actions sont soumises à notre jugement. Je veux dire, Mark Carney, c'est encore celui qu'on nous a présenté. Et un an plus tard,
On ne le juge pas au nom de ses accomplissements. On réussit à nous faire avaler que c'est encore le premier là, en bout de piste. Oui, puis le Parti libéral a cette particularité-là qui est un peu unique au Canada, c'est qu'il est plastique au niveau idéologique. Donc, dans une scène de La Petite Vie, on disait, tu le pitches dans un coin puis il pogne la forme du coin. Ben, c'est un peu ça, c'est que c'est un parti politique qui peut faire des virages à 180 degrés sur des questions fondamentales. Par exemple, la taxe carbone est le meilleur exemple. Pendant des années, on nous a vendu que c'était la meilleure politique publique, à tel point que on nous disait même que les Canadiens s'enrichissaient avec cette taxe-là. On avait trouvé une genre de taxe magique, qu'on recevait plus d'argent que ce qu'on en payait pour ceux qui la payaient au Canada. Et du jour au lendemain, Mark Carney est arrivé. Et là, on voyait des députés libéraux se filmer en train de faire le plein de leur véhicule et nous expliquer que Mark Carney les soulageait à la pompe avec la fin de la taxe. Mais ça, c'est possible dans aucune autre formation politique, des genres de virages à 180 degrés là. Et c'est ça qui explique, à mon avis, la domination libérale depuis, sur la majorité des décennies depuis la fondation du Canada tel qu'on le connaît. C'est qu'ils peuvent être tout et son contraire. Et ça, c'est une force politique, mais c'est quelque chose qui rend un peu aussi cynique, j'en conviens. Et François, on va parler aussi, on va se transporter en Europe. Là-bas, les Européens, les Français, ils sont dans un four. Là, c'est une canicule. C'est extrêmement chaud, mais ça a pris une teneur politique, là, ce débat-là. C'est rendu qu'on en débat, notamment sur la question de la climatisation. La grande majorité, là, notamment à Paris, les gens ne sont pas climatisés. Et ça a pris une teneur politique. Tu veux nous parler de la réaction de Jordan Bardella, celui qui est quand même à la tête... qui dirige en fait le parti du Rassemblement national. Alors, parlons de ça. Il a fait une publication sur X et ça fait réagir. Oui. Ben oui, parce que ça a été une vidéo qui a été quand même vue 1,3 million de fois là, dans les dernières heures. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut arrêter de faire de la météo, finalement, puis des canicules, des débats politiques sur l'orientation écologique ou non écologique du pays. Parce que là, finalement, les choses sont présentées de telle manière que, en gros, si vous avez l'air climatisé, vous êtes un destructeur de la planète et de je ne sais trop quoi. C'est drôle parce que c'est un sujet que j'ai fouillé un peu dans les derniers temps. Lorsqu'on va sur un de mes sites préférés qui fait la collection de données mondiales qui s'appelle Our World and Data, on peut voir exactement qu'est-ce que représente le portrait environnemental de l'air climatisé. Et je vous le donne en mille, les airs climatisés dans le monde, donc la climatisation en général, et ça inclut l'aspect industriel, pas juste l'aspect résidentiel, c'est responsable de 3% des gaz à effet de serre dans le monde. Et c'est en net déclin. Pourquoi? Parce que plus la technologie avance, plus on a des gaz qui sont moins polluants. Certains gaz sont retirés. Donc, avant, on avait du fréon, ce genre de choses-là. Maintenant, ce sont des gaz beaucoup moins polluants. Et quel est le pourcentage de l'Europe dans tout ça? Parce que ça, c'est très drôle. La majorité des airs climatisés dans le monde sont en Chine et en Inde. On comprendra pour des raisons de démographie. Donc, il y a beaucoup plus de gens là-bas. Et c'est aussi là-bas qu'elles sont les plus polluantes, parce que souvent, ce sont des technologies désuètes, moins chères. Et en Europe, j'ai fait le calcul pour vous, ça représente 4,9% des unités dans toute l'Europe. Donc, imaginez la France maintenant, comment c'est insignifiant. Donc, la France fait partie d'un ensemble qui représente 4,9% des airs climatisés dans le monde, qui elle-même représente 3% de la pollution atmosphérique engendrant le réchauffement climatique. On est un peu dans la récupération politique de l'insignifiance. C'est-à-dire que même si tous les Français se laissaient crever de chaud sans air climatisé, il n'y aura pas d'impact planétaire là-dessus. Là. Je trouve on est dans un genre de délire écolo ici. C'est vrai, mais carrément, moi, je suis allé à Paris il y a quelques jours, quelques semaines, là, puis je me promenais dans les rues, puis je voyais les bâtiments, les façades, je voyais pas de clim, puis c'était beau. C'est-à-dire qu'il y a aussi ça, c'est ça qui est un peu surprenant dans la position de la droite là-bas, c'est qu'on est généralement défenseur du patrimoine, défenseur d'une certaine idée de la France, d'une esthétique. Et là, il faut être prudent quand même parce que des fois, des machines d'air climatisé, là, ça enlaidit les reliefs puis les paysages. Là. Il y a ça aussi peut-être dans le débat qui a peut-être un mot à dire là-dedans. Là. Oui, mais je l'amènerais sous un autre angle. Les machines qui enlaidissent le paysage, c'est aussi souvent les gens à faible revenu qui les ont. Là.
Donc, les gens qui ont un certain moyen, ils ont de la géothermie, ils ont des thermopompes et tout ça est caché dans des endroits où on peut plus ou moins le voir. Les fameuses unités un peu LED que vous voyez dans des fenêtres avec placardé puis un peu brinque-ballant, ben c'est les gens à faible revenu qui ont ça. Donc, quand on cible ce type d'appareil-là, parce que c'est souvent ça qui est ciblé, on n'est pas en train de cibler des gens qui ont des manoirs et des penthouses. Là. On est en train de cibler des gens qui sont bien souvent dans des chambres de bonne avec des petites unités qui ont acheté, des fois usagées. C'est eux là, qui se tapent les chaleurs. Là. Je pense que à mon avis, dans les maisons et dans les appartements de ministres, là, il doit faire très frais. Là. Oui, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là, effectivement. C'est presque une critique sociale qu'on peut faire parce que souvent, ce sont les plus vulnérables, en fait, qui paient davantage le prix. C'est le cas de le dire, là, le coût humain qui souffre davantage parce que tu parles des grands appartements parisiens qui sont pas nécessairement climatisés, mais tu as beaucoup de ces grands appartements parisiens. Les gens, ils ont aussi des maisons de campagne à l'extérieur. C'est le bout qu'on oublie. Et la population qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas sortir de ce fourneau, là, parce que littéralement, on suffoque, ben, c'est des travailleurs qui se lèvent tôt le matin et qui n'ont pas les moyens de fuir. Donc, tu fais bien de le mentionner, François. En quelques secondes, en quelques minutes, plus secondes, François, parle-nous de la limite de vitesse au Québec. Tu poses la question, et si on passait à 110 km à l'heure là, comme maximum, comme en Ontario? Ben, c'est ce que les Ontariens, c'est Doug Ford qui annonçait ça qu'en Ontario, on allait passer parce que les limites de vitesse, en fait, n'ont pas été revues pratiquement, sauf à la baisse dans certains secteurs depuis des décennies maintenant. Et il amenait cette idée-là. Puis j'ai trouvé ça quand même intéressant parce que c'est rare qu'on va dans ce sens-là, je trouve, dans les dernières années. En général, on va plutôt toujours dans le sens de c'est la sécurité, il faut restreindre les normes, il faut mettre ça plus restrictif, on va abaisser les vitesses dans des quartiers résidentiels, on va mettre des nouvelles normes, puis tout est axé sur la sécurité. Et là, j'écoutais le discours ontarien, puis en gros, on disait, ben non, c'est pour permettre que les gens puissent se déplacer plus rapidement. Puis en plus, on disait, ben de toute façon, c'est déjà un peu la vitesse à laquelle les gens ont déjà adapté leur comportement, comme si la norme, c'était ça. Donc, pourquoi ne pas le faire? Puis j'ai trouvé que c'était quand même assez rafraîchissant au sens où c'est rare qu'on donne un peu plus de liberté aux gens. Moi, il me semble qu'on est dans une tangente où on aurait plutôt tendance à aller vers l'inverse. On va réduire, ça a été beaucoup ça dans les villes, passer de 50 à 30 dans plusieurs secteurs. Puis dans les villes, je pense que c'est plus justifiable parce qu'il y a des piétons, il y a des enfants, tout ça, mais sur l'autoroute, il me semble qu'on pourrait, on pourrait aller vers là aussi, puis je vois pas exactement quel serait le problème. Ah oui, on pourrait juste être plus transparent. Au Québec, on pourrait mettre maximum 119, parce que c'est ce qui est toléré de toute façon. Puis on dit clairement aux gens que c'est pas 20 km de plus que 119, c'est vraiment max exact. 119. Merci beaucoup, François Fournier. Bonne fin de semaine. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye.